Bonjour à toutes les deux. Benoît Kiloutou, le directeur du développement de Kiloutou, Benoît Passéou, pardon, le directeur du développement de Kiloutou devait être parmi nous ce matin. Il s'excuse, cas de force majeure, mais rassurez-vous, vous allez quand même le voir. Je ne vous en dis pas plus tout de suite. Je vous donne à chacune un micro. Et je vous remercie d'être avec nous, puisque Benoît sera avec nous tout à l'heure en vidéo. Alors, je me tourne vers vous, Camille, parce que permettre aux entreprises de communiquer, de valoriser leur marque employeur, c'est vraiment l'ADN de Welcome to the Jungle. La plateforme a été créée en 2015, vous êtes quasiment aux 10 ans, et la conviction au départ, c'est vraiment que les entreprises devaient, qu'elles ne le faisaient pas, mais qu'elles devaient permettre aux candidats de savoir vraiment où ils mettaient les pieds. Ça, c'était à l'origine du concept, avec un objectif gagnant-gagnant, qui est que le candidat puisse se projeter et trouver la boîte qui lui corresponde, et vice-versa. On en est où 10 ans après la création de Welcome to the Jungle? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi à convertir toutes les entreprises, ou est-ce que ça reste hétérogène en fonction des secteurs, de la taille, ce concept de marque employeur? Ouais, non, ça a bien évolué. Quand on a commencé, moi j'ai commencé commercial en plus chez Welcome to the Jungle, donc j'étais aux manettes pour convaincre les premières entreprises de nous rejoindre. Et c'était difficile de faire comprendre que notre prérequis, c'était que pour diffuser des offres d'emploi, il fallait investir la marque employeur. Et c'était vu comme un peu gadget pour beaucoup d'entreprises, du moins accessoire. Et en 10 ans, ça a énormément évolué. Et aujourd'hui, on a plus de 5000 clients qui vont être de toute taille. On a commencé par les entreprises de la tech et aujourd'hui, on est beaucoup plus large, mais aussi Paris et en région. Et clairement, les entreprises ont complètement embrassé l'enjeu d'attirer les talents aussi sur un marché où il y a plus de pénurie. Donc on a vu les choses grandement évoluer, même si il reste encore du travail, comme on l'a déjà vu montré dans une étude qu'on a faite. Vous avez fait une première enquête vraiment avec Ipsos en octobre dernier, c'est ça, sur la marque employeur. Et le premier enseignement de cette étude, on va le voir là sur une première infographie, c'est qu'il y a un décalage qui est quand même notable, vous allez nous l'expliquer, entre la perception qu'ont les collaborateurs, les actifs, de ce que leur entreprise peut faire en matière de marque employeur et ce que font en vérité les entreprises. C'est-à-dire que là, on a quand même des DRH qui nous disent à 67% qu'ils ont une stratégie de marque employeur. Et si on prend l'équivalent Orange, on n'en a qu'un tiers des actifs qui s'en sont rendus compte, quoi. Donc il y a quand même un problème. C'est quoi? Il y a un gap, ouais. Je pense que à quoi c'est dû? Un des premiers facteurs, je pense que c'est flou comme concept, la marque employeur. Et donc, quand on est un décideur RH, on a une stratégie marque employeur, une roadmap, et du coup, on sait qu'on a mis en place des actions diverses et variées, mais sachant que le spectre, il est très large. Ça peut toucher le recrutement, ça peut toucher le développement, ça peut toucher les avantages. Donc, c'est un concept qui est très large. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus appréhendé par les décideurs RH, qui l'ont globalement tous mis dans leur roadmap, voire constitué des équipes dédiées à ça, pour les plus grandes entreprises, avec des responsables marque employeur. Pour les candidats, ça reste encore un concept peut-être nouveau ou au moins palpable. Et parce que c'est un déficit de communication en interne, en fait, est-ce que c'est pas lié au fait que la marque employeur est quand même très mise en avant dans justement tous les process d'attractivité, et finalement, on en oublie que c'est quel employeur on est aussi pour nos collaborateurs? Ouais, je pense qu'effectivement, c'est certainement... peut-être aussi, quand on se parle toujours, le thème, le fil rouge là, de cette matinée, le tandem RH et manager, je pense que peut-être aujourd'hui aussi, il y a encore une étape à aller chercher sur comment on embarque plus les managers et les collaborateurs dans les actions marque employeur. Ça, on l'a vu aussi dans l'étude. Il y a un gros décalage entre l'utilisation qu'on fait des collaborateurs pour la marque employeur et la volonté des collaborateurs d'y participer. Et il est de quel ordre En gros, je crois que c'est
10-15% des actions marque employeur qui sollicitent les managers. Donc, qui s'appuient par exemple sur des collaborateurs ambassadeurs, sur des témoignages, les utiliser plus dans les process de recrutement, dans les témoignages, etc. Et il y a 3/4 des collaborateurs qui disent qu'ils seraient intéressés d'être ambassadeurs. Et donc, nous, on sait, on a vu dans l'étude, on sait que c'est un tiers de confiance très important, le collaborateur, parce que c'est un peu le point de vérité. Quand je suis candidat, la RH reste un élément de mon process, mais c'est pas celui qui vit mon quotidien. Si on veut finir de convaincre un candidat en fin de process, il faut lui faire rencontrer la personne qui va partager son quotidien. C'est le plus efficace en fait, c'est celui en qui il aura le plus confiance. Donc vraiment s'appuyer sur ses collaborateurs, sur ses managers, en faire des ambassadeurs. Et en plus, vous nous dites qu'ils sont partants pour le faire. Les entreprises en fait se privent d'un allié hyper puissant, en tout cas pour l'instant. Je le disais, c'est vrai qu'on associe encore beaucoup peut-être la marque employeur à cette notion d'attractivité. On semble penser peut-être plus encore candidat que collaborateur, pas chez April. Ça, j'ai Maud Padilla, sous l'impulsion de la direction générale. Vous avez vraiment décidé d'aborder cette question de la marque employeur avant tout sous l'angle de l'attente des collaborateurs. Alors oui, et en complément, parce que ce que tu disais est vrai, et c'est vrai qu'on applique aussi les ambassadeurs dans l'entreprise, mais là on a eu l'occasion, à travers le lancement de notre plan stratégique en début d'année, de réfléchir à ce qu'on voulait faire et ce qu'on voulait offrir en expérience pour nos collaborateurs. Et donc on a placé l'axe People, qui est un des 4 axes de notre plan stratégique, comme étant le premier axe, et le premier axe principal de notre plan stratégique. Avant la croissance, l'expérience client, avant... toutes les autres dimensions plus business qui sont adressées aussi par ce plan stratégique forcément. Et donc vous mettez les people en tout premier plan dans votre plan stratégique et en l'occurrence vous avez ensuite décidé qu'il fallait choisir ses combats, pas tout mener en même temps, donc on en mène 3, mais là par contre on y va fort. On y va à fond. Le principe, c'était de se dire que quand on regardait les enjeux qu'on avait adressés, ils sont pratiquement similaires. Je peux vous interroger n'importe quel DRH, on aura à peu près les mêmes enjeux à adresser. On ne peut pas, raisonnablement, adresser tous ces enjeux de la même manière, avec la même force. Donc nous, on en a retenu 3 qui nous parlent particulièrement. Le premier, c'est prendre soin des collaborateurs. Alors, je le dis, on ne sait jamais. April, on est dans l'assurance, la prévoyance, le soin. Exactement, l'attention aux autres. L'attention. Voilà, donc on a voulu rendre à nos collaborateurs l'investissement qu'on faisait pour nos clients. Et donc le prendre soin des collaborateurs fait partie d'un des axes, des piliers sociaux d'April. Et à chaque fois, l'important c'était d'être extrêmement concret et d'avoir quelques mesures phares, quelques initiatives phares pour illustrer chacune des thématiques qu'on avait retenues. Alors sur ce sujet-là, en l'occurrence, qu'est-ce que vous avez mis en place pour prendre davantage soin de vos collaborateurs ou leur porter davantage d'attention ? Alors vous vous doutez qu'on a déjà des garanties de protection sociale qui sont de grande qualité, mais on va aller encore plus loin, on va aller les étayer, les renforcer. On va faire tout un travail autour de la prévention aussi, donc des actions de prévention qui viennent rythmer toute l'année, notamment sur la journée de la femme, on fait des actions de prévention, des ateliers d'auto-palpation, il y a des médecins qui viennent pour travailler l'identification des maladies cardiovasculaires dont sont plus fortement impactées les femmes. Donc ça sont des actions qui vont rythmer toute l'année. On a aussi tous les accords qu'on est en train de négocier ou qu'on a négociés avec les partenaires sociaux et qui font aussi partie du socle social d'April. Le deuxième point, au-delà de la protection sociale, c'est toute la notion de partage de la valeur qui est chère aussi au groupe. Donc ça, c'est le deuxième pilier sur lequel vous avez travaillé. Exactement. Donc, le soin aux collaborateurs, le partage de la valeur. Ouais. Le partage de la valeur qu'on a déjà initié sur le précédent plan à travers des accords d'intéressement qui viennent en complément des accords de participation sur toutes nos filiales en France. Et là, depuis le mois d'avril, on a mis en place de l'actionnariat salarié, ce qui est plutôt rare dans des sociétés de notre dimension et qui ne sont pas cotées en bourse. Et on a eu d'ailleurs en France, on va le déployer au mois de mai à l'international, mais tous les collaborateurs, les 2900 collaborateurs dans le monde, auront exactement le même dispositif mis à leur disposition. Et en France, c'est déjà 58% d'adhésion au FCPE. Donc c'est
c'est une super réussite et ça montre aussi l'engagement des collaborateurs. Et le troisième pilier, il est autour de l'apprentissage. Oui, exactement. Le troisième est autour développement des compétences. Ouais, on a appelé la fabrique des savoirs. Le premier élément, c'est qu'on a une université April qui fait partie vraiment de notre ADN depuis de nombreuses années, qu'on va venir renforcer, principalement sur des accompagnements managériaux pour donner un socle managérial, enfin de formation en tous les cas, de valeurs qui nous sont chères, de méthodes managériales qui nous sont chères chez April. On va aussi mettre en place un CFA, donc on est en train de travailler dessus, mais il y aura un CFA pour toute la partie chargée de relations clients qui sont vraiment le cœur de nos activités. Et puis plein de dispositifs, quelques-uns en tous les cas, comme le mentorat qu'on a testé l'année dernière, qui a été une belle réussite et qu'on va élargir à tous nos collaborateurs. Et évidemment, tout ça va faire écho à l'extérieur et deviendront aussi des éléments d'attractivité au cœur de votre marque employeur quand vous allez communiquer auprès des candidats. Oui, et en fait, ce que je disais, c'est de s'être concentré sur 3 thématiques. Ça permet aussi d'être beaucoup plus concret vis-à-vis des candidats, plutôt que d'être trop diffus et aller dans tous les sens. C'est vrai que d'avoir ces arguments en se disant c'est ce sur quoi on veut investir, c'est ce qui nous représente aussi, c'était pour nous important. Donc 3-4 actions concrètes par pilier, pas d'incantation. Et ce qui est très intéressant aussi, je trouve, c'est que vous avez mené une réflexion en vous disant, alors non seulement on mène 3 combats et pas plus, mais en plus, il faut qu'on s'adapte aux différents métiers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus plaquer la même chose pour tout le monde. Ça, vous l'avez mené avec les managers, cette réflexion? Oui, en fait, quand on a réfléchi justement sur le socle social, ça, c'est les éléments qu'on veut partager et qui nous représentent vraiment en tant qu'employeurs. Mais au-delà de ça, on a quand même des populations qui sont très diverses. On a des métiers extrêmement différents au sein d'April. Et moi, en tous les cas, il me paraissait illusoire de vouloir y répondre de manière homogène. Donc on a essayé d'identifier 5 populations. Pareil, on évite d'en faire trop. Mais il y a 5 populations qu'on a identifiées. Et on s'est posé la question de se dire, en fait, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Qu'est-ce qu'ils attendent de l'employeur? Quand on a réussi à poser des mots en dessous de leurs attentes, c'est là où on a commencé à travailler sur des actions qui pourraient être concrètes, à travailler entre les RH et les managers pour répondre de manière beaucoup plus précise aux attentes de ces populations. RH et managers qui doivent se rencontrer une fois par semaine. Oui, ça c'est un des principes. Donc là, vous avez suscité des attentes, nous disait Jonathan, qu'il va falloir assouvir. Je partage, Jonathan, c'est que je partage complètement le fait qu'il faut être sur le terrain, il faut connaître les attentes des collaborateurs pour pouvoir justement être crédible et leur apporter les éléments de réponse et en tous les cas la motivation, tout ce qui va les nourrir en termes de motivation derrière. Effectivement, les équipes RH, elles ont pour mission chaque semaine de rencontrer un manager. Alors, pas le même manager, mais chaque semaine, elles doivent prendre rendez-vous avec un manager pour ne pas être seulement dans la réception d'une problématique, parce que c'est souvent comme ça qu'on a des contacts avec les managers, mais même s'il n'y a rien à se dire, finalement, c'est pas grave, il y a un point qui peut durer une demi-heure, mais dire, OK, c'est quoi tes sujets d'actualité, comment je peux t'aider, est-ce que tu rencontres, effectivement, et il y a toujours quelque chose, en fait, il y a toujours un point qui, à un moment donné, va ressortir, et ça permet aussi, côté RH, de prendre du feedback et d'alimenter les réflexions qu'on a derrière sur nos politiques sociales. De voir ce qui fonctionne aussi, peut-être, et pas seulement les irritants, justement, qui remontent. Je reviens un instant à l'étude de Welcome to the Jungle. Et RL, si tu peux nous montrer le deuxième... voilà. L'idée, c'est que vraiment, cette marque employeur, c'est l'affaire de tous. On le voit sur votre enquête Welcome to the Jungle. 39% de ce travail est mené par les équipes RH, mais on a les managers, les employés, l'ensemble des équipes, le CODIR, le conseil d'administration. Bref, ça ne se limite pas vraiment uniquement à l'équipe RH, il faut que ça se décline derrière. Et je vous l'ai promis, on va le voir, il y en a un qui l'avait bien compris que c'était l'affaire de tous, cette marque employeur, c'est Benoît Pacheou qui devait être avec nous ce matin. Alors, je vous en dis un petit mot, mais chez Kiloutou, ils avaient un vrai enjeu d'attractivité parce qu'ils avaient une croissance très forte et pas de candidats. Avec une double étiquette compliquée à mener, le BTP, la distribution. Donc, distribution, on bosse le week-end, on bosse tôt, on bosse tard.
Et le BTP, on bosse dehors, on bosse dans le froid, et on s'appelle Kiloutou, et face à nous, on a l'Oxam qui est plus gros, plus fort, plus rouge. Donc pour se démarquer, Kiloutou devait frapper fort, et ça donne ça. Je vous montre un petit extrait d'une vidéo. T'es prêt, Pierre ? Ouais. Ouais, t'inquiète, ça va bien se passer. Tu montes le plus haut possible, et puis avec la fumée jaune, t'écris welcome, c'est super simple. Attends. Si je pousse à gauche, ça va à gauche. Ouais, Si je pousse à droite, ça va à droite. exact. Et les deux boutons, là, ils servent à quoi, là? C'est sa première fois en jetpack, et je crois qu'il s'en souviendra toute sa vie. Et oui, on n'oublie jamais ses premières fois. Son premier amour, son premier animal de compagnie, sa première voiture, et bien entendu son premier jour chez Kiloutou. Tous les Kiloussiens s'en souviennent. Voilà, on aurait bien aimé l'avoir avec nous, mais c'est le type de vidéo. Ça vous inspire quoi, ça, Camille, quand vous voyez ce genre de choses ? Il se mouille bien pour bosser sa marque employeur, mais globalement, nous, c'est aussi les formats que l'on soutient depuis le début. Le médium vidéo, c'est fait partie de la façon avec laquelle on aide les entreprises à exprimer leur marque employeur. Et dans ces vidéos, on montre des employés qui témoignent. Ça, c'est la façon avec laquelle on package la marque employeur pour tous nos clients. Et c'est ce qu'on pense être le plus utile aux candidats pour se projeter. Alors justement, deuxième petit extrait. T'es prêt, Pierre ? Non, Ouais. deuxième petit extrait, puisqu'on montre des employés aussi. Et ça donne ça. Salut, je m'appelle Audrey, je suis chargé de clientèle chez Kiloutou. Je m'appelle Johnny, je suis directeur de groupe d'agence. Je m'appelle Brian, je suis chef d'atelier. Allez, viens, je t'emmène. Allez, viens, je t'emmène. Allez, viens, je t'emmène. Et donc voilà, on a sur On a le la site de demande qui Kiloutou arrive, tout On un... répond, on voit notre stock, on voit la disponibilité en transport. Selon les demandes du client, nos chauffeurs commencent à 5 heures. Donc il faut anticiper. Et le client, il arrive le matin, il a tout ce qu'il faut sur place. J'apprécie de Donc, venir le matin. C'est un peu avant l'idée, le vous feu, irez ça voir permet sur de le vraiment site prendre le temps avec les Kiloutou équipes, avec recrutement, certains mais clients. Et c'est ce que métier par j'apprécie métier, principalement dans vous mon avez métier. C'est des bien dans le métier collaborateurs, aussi, des on fait vrais un petit peu- collaborateurs on fait jamais la même chose tous les jours, qui forcément, témoignent et qui c'est assez racontent en intéressant, fait ouais. pour ça que t'as la banane. leur journée. Ouais, bah oui, forcément. Les collaborateurs qui parlent aux candidats, vous nous le disiez tout à l'heure, c'est ce qui est le plus efficace. Vous êtes aussi recruteur vous-même, Welcome to the Jungle, et vous avez un process de recrutement qui est original. C'est la première fois qu'on m'a raconté ce type de process. Je voudrais en dire un mot parce que là, c'est pas seulement on montre des vidéos des collaborateurs de Welcome to the Jungle qui vont donner envie à des candidats de rejoindre Welcome to the Jungle. C'est les collaborateurs qui participent au process de recrutement. Comment ça se passe si je candidate chez vous? Je vais pas voir juste un RH et mon manager. Non, on a beaucoup investi sur le recrutement aussi parce qu'on s'est beaucoup trompé, comme je pense plein d'entre nous dans cette salle au début. Et en fait, quand on a réfléchi, on s'est rendu compte qu'on s'était trompé parce qu'on évaluait mal en entretien et finalement, le recruteur était là pour passer le relais, faire le premier filtre, et ensuite le manager tout seul recrutait en autonomie sur la base de son urgence et de son expertise. Et même dans la vie, quand on décide dans l'urgence, on ne fait pas toujours les meilleurs choix. Et en fait, ça coûte de se tromper, ça coûte à tout le monde, ça coûte à l'entreprise, au candidat, au manager qui va devoir gérer la séparation. Donc ce truc-là, on voyait que ça ne marchait pas, donc on s'est posé la question de comment rééquilibrer ça. On n'a pas tout inventé, on a lu plein de livres sur le recrutement, notamment de boîtes américaines qui ont bien travaillé sur le sujet. Et en fait, la façon avec laquelle on a repensé les choses, c'est que, évidemment, on va tester l'expertise. Quand on ouvre un poste, on va tester l'expertise au début. Donc ça, c'est quelqu'un qui fait le métier, qui va s'assurer que les hard skills, comme on les appelle, sont bien là pour le candidat. Si ça, c'est validé et que le phone screen de la recruteuse est validé, ou du recruteur, à partir de là, en fait, le candidat va rentrer dans une boucle et c'est des entretiens qui sont basés sur nos valeurs, des valeurs auxquelles on a adossé des comportements. Et ces valeurs, elles sont là pour déterminer à quel point la personne va pouvoir s'inscrire dans ce qu'on attend d'un collaborateur welcome. Et ces valeurs, elles sont assessées non pas par le futur manager de la personne qu'on est en train de recruter, mais des pairs qu'on a formés au recrutement. Notre idée se disant, en fait, ces pairs-là, eux, sont beaucoup moins pris par l'urgence parce qu'ils ne voient pas au quotidien la personne qui n'est pas staffée.
En revanche, ils sont très soucieux d'avoir un pair de qualité avec lesquels ils vont avoir plaisir à travailler, qui est de bon niveau et agréable dans le quotidien. Et donc, ils sont potentiellement plus exigeants ou plus critiques parce que plus sereins. On s'assure par contre de bien timer ce process-là. Donc en fait, le candidat, du moment où il rentre dans les entretiens valeurs, après, tout est programmé. Donc il a 2-3 entretiens. Chaque personne va assesser 2 valeurs. On a un set de questions. On a formé les personnes. Donc ils ont un outil très précis, Ouais, une ils grille ont pour valider que tel candidat coche bien. Exactement. Et après, on a un pool de recruteurs internes, mais qui sont en fait des collaborateurs. Et puis, il y en a certains qui sont plus forts sur une ou l'autre des valeurs. On a des valeurs autour de l'audace, du perfectionnement, enfin, bref, plein de choses. Enfin, 4. Et à la fin de ça, on va faire un débrief où toutes les personnes qui auront participé à l'entretien vont donner leur avis. Est-ce que je suis favorable ou non? Et c'est intéressant parce que quand les valeurs sont bien définies, et je pense que nous, ça nous a donné confiance dans nos valeurs, on arrive à screener assez bien la pertinence du candidat, assez en profondeur finalement. Voilà. Mais par exemple, on a une valeur qui est l'audace chez Welcome to the Jungle. Et vous me disiez, le manager qui va tester l'audace, ou à quel point est-ce que tel candidat est audacieux. Si c'est un expert comptable, il n'a pas forcément besoin d'être audacieux. Il vaut peut-être mieux qu'il ne soit pas trop audacieux. Mais en fait, c'est intéressant parce que oui, déjà, on va pondérer les valeurs en fonction des métiers. C'est sûr que pour quelqu'un qui est comptable, on va plutôt regarder notre valeur qui tourne autour de la rigueur plutôt que celle autour de la créativité. Mais pour autant, si dans l'entretien créativité, on voit que la personne elle est en blocage sur tous les sujets autour de la créativité, et on voit il y a des profils qui n'y arrivent pas, c'est-à-dire leur logiciel se casse quand on leur demande de réfléchir un peu différemment ou aller sur des terrains sur lesquels ils sont pas à l'aise. Ça va être potentiellement un no-go, tout simplement parce qu'on se dit ça va être trop difficile pour la personne d'entrer chez nous, puisque même si dans son quotidien ça va pas exister, c'est une valeur très importante. Et donc ses pairs vont potentiellement le challenger beaucoup sur ces sujets-là. Et donc, c'est pas tant qu'on va lui demander dans son quotidien de l'être, mais on va lui demander de savoir composer avec des profils plus créatifs, donc plus désordonnés, plus désorganisés, potentiellement moins rigoureux. Peut-être pour terminer cet échange, je reviens un instant aux vidéos qu'on a vues tout à l'heure. Vous me disiez aussi, les entreprises qui hésitent à mettre en avant leur marque employeur, parfois c'est parce qu'elles pensent qu'elles ont rien de dingue à montrer. Mais s'il y a bien une entreprise qui n'a pas forcément des choses très sexy à montrer, c'est Kiloutou. On est quand même sur des engins de chantier. Et donc en fait, toutes les entreprises ont quelque chose à raconter. C'est ça l'idée, quelle qu'elle soit. Ouais, d'ailleurs, au tout début, vous me disiez est-ce qu'on a convaincu sur la marque employeur, et je disais que le chemin a été fait dans les entreprises, mais il reste encore effectivement une conception où la marque employeur, c'est juste réservé à certaines entreprises un peu... Enfin, c'est connoté, c'est sexy, alors que pas du tout. En fait, la marque employeur, c'est simplement ce qui me singularise en tant qu'employeur. Et on a tous... Enfin, une entreprise, c'est un objet vivant, il a plein de choses à raconter. Moi, je pense que Kiloutou, est-ce que... moi, les camions, ça me fait pas rêver parce que du coup, je pense qu'effectivement, je me projetterai pas. Mais il y a des gens pour qui l'environnement, c'est un fleuron d'une certaine industrie qui fait rêver des gens, qui est une marque hyper forte sur le terrain français. Et ça, c'est des histoires qui se racontent et c'est des forces qu'ils ont super bien réussi à illustrer pour donner envie à des candidats qui vont s'y retrouver. Donc en fait, d'ailleurs, moi je dis toujours, la marque employeur, je trouve qu'elle est réussie si elle est clivante. Si on plaît à tout le monde, c'est que du coup, on ne s'est pas singularisé. Et du coup, c'est intéressant de faire des actions marque employeur qui vont faire sauter le pas à certains et faire dire non à d'autres. Et parce qu'en fait, c'est important. On n'est pas là pour c'est plaire à comme tout le ça, monde. en fait, qu'on trouve le bon candidat pour la bonne entreprise. Vous partagez cette conviction, April? Oui. Pardon, Maud. April, c'est bon. C'est joli comme prénom. Mais April, par exemple, c'est pas forcément un groupe qui, sur le papier, peut paraître hyper sexy, peut-être un peu moins aussi connu qu'AXA, comme ça, intuitivement. Enfin, vous voyez. Rien à voir, on est je sais, bien sûr, je sais, mais du coup, typiquement, voilà. Non, l'assurance, c'est sûr, ça ne fait pas rêver, je vous confirme, mais c'est pas là-dessus qu'on va aller jouer. Alors, il y a toute la dimension du prendre soin des autres, et c'est vraiment ce qui nous anime. C'est pas seulement proposer des solutions d'assurance. Si vous avez l'occasion de discuter avec Christian et son équipe, vous verrez qu'effectivement, ils sont vraiment animés par l'envie d'accompagner les clients. Et en fait, c'est vraiment ce qui va nourrir tous les collaborateurs de l'entreprise. Voilà. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup, Maud. Merci, Camille.
Applaudissements.